C'est ce mercredi 28 août 2019 que les travaux du sommet de la 7e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, TICAD en cycle, ont débuté à Yokohama, avec la participation du président de la RDC, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est arrivé dans la capitale nippone le mardi 27 août 2019. C'est le Premier ministre japonais Shinzo Abe qui a, lors de son allocution d'ouverture, mis en avant les différents projets concrétisés à travers le programme TICAD dans nombreux pays africains dans les secteurs tels que la santé, l'éducation, la formation, les communications, l'environnement et autres. Le Premier ministre japonais a souligné dans ce sens la disposition de son pays à poursuivre ses aides envers l'Afrique, faisant savoir que son pays faisait confiance à ce continent à travers la priorité de concrétiser le partenariat entre les deux parties. Organisé à l'initiative du gouvernement japonais conjointement avec l'ONU, le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD, la Commission de l'Union africaine et la Banque mondiale, le 7e sommet de la TICAD se veut un espace international de concertation pour le développement du continent africain. Pour rappel, le 7e sommet qui se tient à Yokohama se déroule 3 années après celui qui s'est tenu pour la première fois en Afrique sous l'égide du président Kenya Uhuru Kenyatta. Selon les organisateurs, les travaux de ce sommet qui attendent plus de 4500 participants, et cela du 28 au 30 août 2019, s'articuleront autour de plusieurs thèmes dont la promotion des activités économiques, l'amélioration du climat des entreprises en faveur du commerce à travers l'innovation et la participation du secteur privé pour assurer le financement durable. Il est à signaler qu'en prélude de ces travaux, plusieurs rencontres avaient eu lieu, dont la réunion des experts et la réunion ministérielle préparatoire à laquelle ont participé la RDC, représentée par son ministre des Affaires étrangères et par quelques experts. Par sa première participation à ce forum, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo aura l'opportunité de pouvoir discuter avec les secteurs privés tout comme publics, permettre à la RDC de pouvoir accéder aux 20 milliards de dollars qui sont mis à la disposition de l'Afrique au travers des investissements tant privés que publics. En marge au sommet qui se tient à Yokohama, le président de la République accordera plusieurs audiences aux responsables des sociétés tant publiques que privées qui souhaitent venir s'installer. Elles ont choisi un lieu chargé d'histoire pour une séance privée d'échange d'expériences. Le Sankeien, un vaste jardin japonais typique de 175 mètres carrés qui fait face à la baie de Tokyo au sud-est de la ville de Yokohama. Sur invitation de la première dame du Japon, Aki Abe, les premières dames d'Afrique présentes à la 7e édition de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique se sont retrouvées dans ce salon Histoire du célèbre jardin pour une dernière rencontre de grande importance. Tradition nippone oblige, c'est autour de quelques tasses de thé que Denis Nyakorochi Tshisekedi et ses sœurs ont partagé sur le rôle qui est le leur dans le processus de développement des pays africains. La première dame de la RDC a brièvement expliqué sa vision dénommée plus forte, avant bien entendu de tirer le meilleur des expériences communiquées par la première dame du Japon et d'autres invités. C'est dans cette beauté scénique de Yokohama que les premières dames d'Afrique clôturent leur activité en marge de la 7e édition de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. On y retiendra le ferme engagement de premières dames d'Afrique de lutter contre toute forme de violence basée sur le genre au travers des actions concertées. C'est une session de formation de formateurs, c'est-à-dire que ces formateurs ils vont former les gens dans la ville de Kinshasa. Ils vont former les prestateurs. Il y a de ça 3-4 ans, nous avons formé des prestateurs au niveau de la ville. Mais c'est ce qu'on a formé, il y en a qui sont déplacés. Mais ce qu'on fait maintenant, c'est si on voit, ce n'est pas nécessaire pour moi, je trouve, une mise à niveau, un recyclage. Parce qu'ils ont déjà été formés, il y a eu beaucoup d'exercices qu'on a fait, mais ces exercices qu'on n'avait pas pu faire, c'était la simulation dans la ville. Les gens doivent savoir, l'épidémie d'Ebola, ce n'est pas la grande logistique que vous amenez qui va l'arrêter. L'épidémie d'Ebola, c'est l'appropriation communautaire. Dans la ville de Kinshasa, ici, nous avons
les chefs de rue, nous avons les chefs de localité, nous avons les chefs de quartier, nous avons les communes. C'est avec ces gens-là, avec la communauté, c'est eux avec qui on peut arrêter. In the face of this current Ebola outbreak, le gouvernement japonais, par le biais de son département de catastrophe, a dépêché à Kinshasa une équipe de médecins. Alors nous sommes ici pour pouvoir surtout renforcer les capacités. Actuellement, il n'y a pas de cas suspects dans la ville de Kinshasa. Alors nous sommes ici pour la vigilance, surtout au point d'entrée, qu'il faut renforcer la vigilance. Donc c'est la JICA qui a organisé cette équipe de Japan Disaster Relief qui travaille maintenant à Kinshasa pour la protection de la ville, mais aussi il travaille en même temps à Kisangani, aussi pour la protection et préparation. Il y a 14 experts japonais sont ici actuels, 10 à Kisangani, 4 à Kinshasa. La JICA aussi fait un don de l'équipement pour la riposte. En effet, cette semaine, 8000 équipements de protection individuelle sont arrivés à l'aéroport Njiri. Dans le cadre de la mise en commun des stratégies de lutte contre le blanchiment des capitaux et de lutte contre le terrorisme, un atelier d'échange d'informations se tient du 28 au 31 août 2019 à Sultani Hotel, sous la présidence du professeur Raphaël Nyabirungu Mwenesonga. Dans sa première journée, le comité consultatif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, en collaboration avec l'Observatoire de surveillance de la corruption et de l'éthique professionnelle OCEP, ont réfléchi sur la coordination de deux structures en vue de jeter les bases de la collaboration, la mise en place d'un mécanisme de concertation et d'échange d'informations, enfin mettre en place une coordination nationale contre la criminalité financière en République démocratique du Congo, tel qu'explique le président du COLUB, le professeur Nyabirungu. C'est un atelier important parce qu'il permet la coordination entre le CEP et le COLUB, des structures qui contribuent dans notre pays à la bonne gouvernance, en luttant contre des fléaux que l'humanité entière s'est engagée de combattre. Le coordonnateur de l'OCEP, qui a reconnu la complexité de la matière et du travail à abattre, a estimé qu'il était difficile de travailler l'un sans l'autre avant de remercier les experts de deux structures pour leur participation aux travaux. Un échange des procès-verbaux a sanctionné la fin des travaux de la journée. C'est l'une des rares fois qu'une entreprise publique en RDC s'investit autant dans la lutte contre les antivaleurs et surtout la corruption par la culture de l'excellence et la bonne gouvernance. Ces propos élogieux à l'endroit de l'administration douanière congolaise DGDA pilotée par Deo Rugwiza Maghera. Ces propos donc sont du directeur général de l'Observatoire congolais de la corruption et de l'éthique OCEP à l'occasion de la signature du Code de déontologie et d'éthique du douanier, document pour prévenir, détecter et réprimer les antivaleurs au sein de l'environnement douanier. L'élaboration, la publication et l'acceptation d'un code de conduite constituent, selon la déclaration d'Arusha révisée, un des éléments clés de tout programme efficace en matière d'éthique. Mettant en œuvre cette recommandation, la haute direction de la DGDA poursuit résolument le processus de développement de l'éthique douanière en décrivant le comportement attendu des cadres et agents des douanes de la RDC. Telle est la raison d'être de ce code de déontologie et d'éthique. Ce code va favoriser la cohésion et une meilleure collaboration entre douaniers dans le but de maximiser les recettes avec une confiance attendue des partenaires. Il sera également question d'inciter l'agent de douane au respect des obligations découlant des missions reconnues à cette régie financière. La promotion de la transparence et la responsabilité étant des mises. Le code initié va également préciser les règles de conduite des agents en matière d'intégrité morale et d'éthique professionnelle, ce avant de créer des conditions idoines pour favoriser l'amour du travail.
Présenter les résultats intermédiaires de la recherche menée en faveur de la protection de la solidarité nationale était au centre de cette rencontre au sein du programme national d'appui à la protection sociale PENPES. La conseillère principale du chef de l'État en charge de l'emploi s'est réjouie de voir que ces prestations sociales soient payées. En même temps, elle a procédé à la remise symbolique des enveloppes contenant des cotisations aux membres du PENPES. Quant au Dr Mazambi, directeur de ces programmes, il a salué son combat de voir les problèmes de financement de la protection de la solidarité nationale être résolus. Nous avons fait mettre en place une caisse pilote de solidarité nationale par arrêté du ministre de tutelle, donc, qui était le ministre d'État du Travail, Emploi et Prévoyance sociale. Et dans cette caisse, le personnel du PNPS était obligé de payer un certain montant selon les revenus de chacun, donc à cette caisse. Et donc le fonds qui tombait dans cette caisse devait être réparti à plusieurs prestations selon des hauteurs différentes. Et ces prestations devraient être payées à chaque membre du personnel. Le peu que l'État nous a déjà donné, nous sommes intellectuels, nous pouvons nous organiser pour nous prendre en charge. Le secrétaire général à la prévoyance sociale, Jean Massa Soulou-Foutou, a rehaussé de sa présence cette cérémonie. Les travaux de réfection de la nationale numéro 1 axe Matadi-Boma sont exécutés par CREC 7 dans le cadre du contrat de concession route Kinshasa-Matadi. Pour l'ingénieur Guilain Pantoutsa Mangovo, ministre provincial des Travaux publics et infrastructures, tout serait pour le mieux si l'on pouvait aussi tenir compte de certains aspects. Tout travaux a un délai d'exécution. Et le délai d'exécution de la route Matadi-Boma a été de 18 mois. Je crois que l'entrepreneur est largement au-delà du délai d'exécution, raison pour laquelle nous allons le presser pour qu'il termine les travaux. Et surtout, les travaux d'entretien doivent être faits parce que c'est l'axe Matadi-Boma. Nous avons remarqué qu'il y a des caniveaux qui sont bouchés. Donc il serait mieux que l'entreprise puisse engager un sous-traitant pour pouvoir réparer cela. C'est la même nationale numéro 1, cette fois-ci Tronso Boma Mwanda, que le numéro 1 provincial de TP inspecte, en compagnie de Joseph Bianda, chef de mission de la CGT, la modernisation de l'infrastructure routière est voulue normalement. CREC 7 et Guaping sont bel et bien à pied d'œuvre. Rechargement, compactage, aménagement des caniveaux et pose de bitume constituent les gros des travaux en pleine exécution. Je félicite le président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi, qui lui-même suit le projet de près et qui a même instruit le gouverneur de province pour que de temps en temps, nous puissions faire des inspections de ces travaux en vue que les travaux puissent s'achever dans les délais prévus. À Mwanda, l'ingénieur Guilain Pantoutsa Mangovo inspecte l'énorme tête d'érosion qui menace tout un quartier. À la population, les patrons des TPI au Congo central promettent une solution rapide. Nous sommes sur la nationale numéro 1, à plus de 200 km de la capitale. Notre caméra emprunte une route secondaire, direction le territoire de Luozi. Une terre fertile avec possibilité de renflouer le marché de la capitale et les environs en denrées alimentaires. Le gouvernement de la République, soucieux du bien-être de la population, décide d'y cultiver le riz. Le projet agricole volontariste est lancé avec l'entreprise privée Bio Agro Business. Pour y arriver, il faut traverser le majestueux fleuve Congo. Le ministre honoraire de l'Agriculture ne lésine pas sur le moyen pour palper les réalités. Je suis heureux et satisfait et j'espère que ce projet volontariste agricole du gouvernement va permettre à notre pays de faire de grands progrès en ce qui concerne le développement de l'agriculture, qu'il faut prendre la question de l'agriculture dans notre pays à bras-le-corps. La question de l'agroalimentaire, de l'agro-industrie, parce que c'est la seule voie qui nous reste pour industrialiser notre pays par le biais de l'agriculture, combattre le chômage des jeunes, distribuer des revenus à travers nos villages, à travers nos groupements et à travers tout le pays. La population de cette partie du pays, première bénéficiaire de ces produits, s'est dit très satisfaite de voir une autorité du pays déterminée à faire le suivi de la décision gouvernementale. Je prends l'activité que le gouvernement a émise à l'égard de la population de Luozi. Mais nous voudrions que ce soit réaliste. Il faut que le gouvernement s'imprègne à tout ce que Luozi veut voir au développement du pays. Parce que Luozi
peut produire tout ce que Kinshasa veut avoir comme denrées alimentaires. Chibangu Kalala, alors ministre de l'Agriculture dans le gouvernement Bruno Tshibala et membre du comité mixte et stratégique ne traitant que des problèmes économiques, s'en tient à la volonté du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de promouvoir l'agriculture, priorité de priorité. Le gouvernement de la République a lancé le projet agricole volontariste avec 3 produits, le riz, le manioc et le maïs. Et ici à Louosi, c'est la culture du riz. L'équipe de la RTNC est venue s'imprégner de la situation de cette culture du riz. Un appel est lancé à tous les dirigeants pour que Louosi soit émergé. D'ici Louosi sur le fleuve Congo, à 300 km de Kinshasa, la capitale, pour la radio-télévision nationale congolaise, Hermé Bangando et Angèle Mabiala-Lantou. Nous sommes dans l'enceinte de cette future grande unité de production du ciment et de la chaux de la province du Lualaba, la Karilou. Cette grande usine de production où repose la clé de la révolution de la modernité des infrastructures de cette province, chère à Richard Mouyej Monguez-Mons, visionnaire des projets de développement du Lualaba. Cette province qui connaît une forte croissance démographique ces 2 dernières années et où est constatée la naissance de nouveaux quartiers avec des bâtiments modernes qui poussent du sol comme des champignons. Au-delà de son projet du ciment qui pourra entamer sa phase proprement dite de production en juillet 2020, la Karilou vient de lancer encore en ce jour les travaux de 2 lignes de production de fours à chaud de 600 tonnes par jour, en présence du gouverneur de province Richard Mouyej Monguez-Mons, qui se faisait accompagner de membres de son gouvernement provincial. Pour Richard Mouyej Monguez-Mons, ce projet d'investissement total de 300 millions de dollars américains s'avère d'une importance capitale. Le Lualaba a besoin de cette unité de production, non seulement parce que nous devons reconstruire nos cités et notre ville, ou nos villes, parce qu'il y a Kassaj qui est déjà une ville, et Kassaj est à construire totalement. Il y a des ambitions pour des prochaines villes vers TFM et Kamoa. C'est une étape. Mais aussi les industries minières auront besoin de leurs produits. Il y a 1 million de tonnes par an, c'est suffisant. Et 600 tonnes de chaux par jour. Mes collaborateurs m'ont dit que même pour les sols, en fonction du développement agricole, c'est important. Donc nous ne pouvons que les encourager et attendre impatiemment le début de production. Il faudra noter que ce projet résorbera le chômage sur l'ensemble de la province du Lualaba et offrira plus de 1000 emplois aux jeunes. Pas de conditions d'inscription aux nouveaux et anciens élèves. La porte des écoles publiques concernées par la gratuité de l'éducation des bases est ouverte dès le 2 septembre pour l'année scolaire 2019-2020. Les instructions ont été données à ce sujet par le prophète de Moamba à tous les chefs d'établissement de son ressort pour l'application effective de mesures prises par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour cette rentrée, annoncer les mesures d'accompagnement de la gratuité pour l'éducation des bases. C'est celle qui va jusqu'en 8e. Il n'y a pas lieu de demander quoi que ce soit pour le frais. Ces écoles ont implicitement aussi un devoir. Pas question de demander des frais de motivation parce que le salaire des enseignants est amélioré. C'est un effet induit. Mais en traitant dans les écoles, comme les écoles ne doivent pas être des boutiques, on ne peut pas aller vendre l'uniforme à l'école. Les inspecteurs principaux provinciaux et les sous-prophètes ont été chargés des suivis de cette mesure. Les récalcitrants seront sanctionnés. Nous avons instruit les inspecteurs de pôle, les sous-prophètes, d'envoyer des cadres sur terrain pour inspecter de lundi et voir où est-ce qu'on est en train de marcher contre les mesures de mise de la gratuité effective. Une précision détail donnée par le directeur provincial de Moamba, à savoir, désormais, les sections maths physique et biochimie sont réunifiées en une seule option scientifique. Et pour cause, les matières dispensées dans les 2 options sont identiques. L'insécurité grandissante dans la commune de Mongafula a trouvé du répondant. Le commissaire provincial de la police nationale congolaise ville de Kinshasa, le général Silvano Kasongo, a personnellement pris la tête de cette patrouille mixte la nuit du mercredi au jeudi.
Commissariat provincial, Légion nationale d'intervention LENI, côté police et la 14e région militaire, plus les PEM côté FARDC, ont reçu pour commencer le travail des instructions du général Kassongo lors d'une mini-parade organisée pour la circonstance. Une patrouille qui a permis de mettre hors d'état de nuire ces éléments incontrôlés de la police pris en flagrant délit de tracasserie policière et Wikuluna porteur des machettes. Un butin qui a été présenté le matin du jeudi à la population de cette partie de la capitale. Très soulagée, elle félicite la police. Elle invite à poursuivre cette opération nocturne qui permet de surprendre ces inciviques. Sur son chemin de retour, après une nuit à la Belle Étoile, pour assurer la sécurité de la population, Sylvano Kassongo a interpellé les chauffeurs et receveurs qui se méconduisaient. À Lupin, le général a eu une séance de causerie morale avec les éléments de la police des circulations routières de ce carrefour en les appelant à la responsabilité et au travail bien fait. Les données fournies par ces rapports constituent un autre aspect des résultats. L'objectif était de faire l'état des lieux et des recommandations sur ce qui pourra être la police de demain. Au cours de cette rencontre, différents sujets ont été abordés, dont notamment l'historique de la réforme de la police, du principe de l'unicité de la police nationale congolaise ainsi que des implications juridiques, l'intégration, la police judiciaire, des parquets au sein de la police nationale congolaise. Les experts du comité de suivi de la réforme de la police nationale congolaise ont pu dissiper également les malentendus qui existaient autour de la question relative à l'intégration de la police judiciaire des parquets au sein de la police nationale congolaise. Ajoutez à cela la manière dont le consensus a été obtenu à travers les différentes assises autour des options fondamentales de la nouvelle police nationale congolaise. L'occasion a été toute trouvée aussi de montrer comment sera réalisé ces regroupements. C'est dans le cadre de la mise en œuvre du principe de l'unicité par l'intégration de la police judiciaire des parquets. C'est une préoccupation qui a été soulevée par certains agents de l'ex-police judiciaire des parquets concernant leur regroupement au sein de la police nationale congolaise. Nous sommes venus éclairer l'opinion publique quant à la loi qui organise le regroupement de la police judiciaire des parquets et le bureau central national Interpol au sein de la police nationale congolaise. Pour la petite histoire, l'initiative de la réforme du secteur de sécurité, particulièrement celle de la police nationale congolaise, est née de la volonté du chef de l'État de positionner la police nationale congolaise aux standards internationaux. Elle fait l'unanimité au sein de l'Alliance des forces démocratiques du Congo dans une situation où les sirènes déchues continuent à faire des beaux yeux aux membres de ces regroupements politiques du Front commun pour le Congo. L'honorable Néné Ilunga Nkulu, désormais ministre d'État, ministre du Travail et Prévoyance sociale, a su, en bon gestionnaire de relations humaines, user de ses capacités de fin négociatrice pour convaincre ses pairs à se maintenir dans la plateforme des vainqueurs, le FCC. La mission était simple, faire tout pour ne pas faire chavirer le bateau AFDCA. Sa nomination comme ministre d'État, ministre du Travail et Prévoyance sociale, a fait des émules à travers la République démocratique du Congo. Partout, des scènes de liesse. C'est par caravane motorisée que la population de Kamina a salué cette élévation. Des messages de félicitations viennent de partout pour féliciter l'élu de Malimba Nkulu. Avons suivi avec succès la nouvelle de votre nomination par le chef de l'État au poste de ministre d'État en charge de l'emploi, travail et prévoyance sociale de notre pays. Ce choix étant une reconnaissance de loyauté, de fidélité aux engagements de notre regroupement politique AFDC et alliés envers les FCC, notre plateforme dirigée par son autorité morale, son Excellence Joseph Kabila Kabange, président de la République démocratique du Congo honoraire. C'est pourquoi nous vous présentons nos très vives et sincères félicitations et vous souhaitons plein succès dans l'exercice de vos nouvelles fonctions.
Aujourd'hui, grâce à son leadership fort, la présidente de l'Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés, parti de là-haut, a su maintenir la présence de son regroupement politique au sein de Front commun pour le Congo. Les jeunes du PPRD et des autres partis amis soutiennent la démarche de la femme du Holomami qui a tout donné pour sauver l'avenir de l'Alliance des forces démocratiques du Congo. Elle a promis à tous d'assurer un leadership fort pour un ministère fort. Message de félicitations à son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre et ministre des Infrastructures et Travaux publics. Nous, négociants des diamants ressortissants du Grand Bandundu et en particulier de la province du Kwilu, remercions le Président de la République, Monsieur le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la nomination de notre frère et ami à la personne de Willy Ngoposo Souzel, nommé vice-premier ministre et ministre des Infrastructures et Travaux publics. Nos remerciements s'adressent également à l'autorité morale du FCC, son Excellence M. Joseph Kabila Kabange, pour le choix judiciaire fait à la personne de l'éré nominé. Au secrétaire permanent du PPRD, M. Emmanuel Ramazani Chadari, toute notre gratitude. Son Excellence Willy Ngoposo Souzel, nous vous apportons notre soutien indéfectible et inconditionnel pour le rayonnement du secteur qui vous est confié. Et nous demandons votre attention particulière pour le développement du Grand Bandundu et en particulier du Kwilu. Que le Dieu Tout-Puissant vous guide tout au long de votre mandat pour les comités des diamantaires du Grand Bandundu, président M. Monarassa Lagayeton et vice-président Zima Kanda Viezim. Je tiens tout d'abord à féliciter M. Félix Tshisekedi, son Excellence, M. le Président de la République, pour le travail réalisé, parce que vous le savez comme moi que ça n'a pas été facile de présenter ce gouvernement qui visiblement a rencontré un avis favorable au sein de l'opinion nationale. Donc le peuple congolais a répondu vraiment positivement face à ce gouvernement qui a été publié. Je suis très content, je suis très flatté par la composition du gouvernement. Ça ne fera pas l'unanimité, effectivement, il y en aura qui seront un peu dessus, mais en général, on voit l'opinion générale, tout le monde est complètement satisfait de ces gouvernements. Les priorités sont multiples, nous avons le projet du chef de l'État qui est déjà sur table, nous avons le programme de 100 jours qui a déjà été mis en place, nous avons le social qui nous attend, nous avons les infrastructures, le pays est à sec, au chaos. Il faut relever ce défi, il faut démontrer au peuple congolais que tous ces ministres qui sont mis en place ont l'idée maîtresse de travailler pour le bien-être du peuple congolais. C'est le social la priorité. Le Congolais veulent manger, les Congolais veulent aller à l'école, les Congolais veulent bénéficier de soins de santé de première qualité et une prise en charge conséquente. Voilà ce que le peuple congolais attend de ces gouvernements et ce que le gouvernement attend faire pour le peuple congolais. Il faut le reconnaître que M. Gilbert Kankonde, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, a été belge à un certain moment de sa vie. Actuellement, M. Gilbert Kankonde a renoncé à la nationalité belge. Ça fait très longtemps. M. Gilbert Kankonde est un Congolais aujourd'hui, de plein droit. Donc, je ne vois pas pourquoi on doit remettre cette histoire sur la table. Nous avons le document des renonciations de la nationalité belge qui a même été présenté sur les réseaux sociaux. Donc, nous ne voyons pas pourquoi on doit remettre cette histoire sur la table parce que M. Gilbert Kankonde, c'est un fils du pays. Et j'aimerais bien quand même soulever un élément très important. Vous savez, nous sommes des Congolais. Quand nous allons à l'étranger, nous sommes confrontés à beaucoup de difficultés. Et vous ne savez pas, vous qui êtes restés au pays, ce que nous endurons à l'étranger. Et quand un fils du pays, malgré lui, opte pour une nationalité secondaire du pays d'accueil, il ne faudrait pas que celui-là revienne dans son pays comme un étranger. Il est temps pour nous qu'on profite de l'expertise de nos frères qui sont partis à l'étranger pour étudier, pour faire leur vie et qui sont des retours au pays, veulent aider le pays à avancer de l'avant. Il faudrait déverrouiller cet article. Il faudrait que le législateur congolais pense aujourd'hui que le monde a évolué. La nationalité congolaise est une et exclusive, nous le savons très bien. Mais il est temps aujourd'hui de déverrouiller cet élément parce que c'est très important pour l'avenir de notre pays.